Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de cette édition, en visite de travail au Bénin, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Leonardo Santos Simao, a été reçu en audience au palais de la Marina par le président de la République. Au cœur des échanges, les défis de développement économique et social liés à la paix et à la sécurité. Ensuite, les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année sont lancés ce jeudi à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, présidée par le président de la 7e mandature de l'Institution de régulation des médias. Le menu des débats s'articule autour de plusieurs points, dont la gestion des fréquences et conventions d'organes de presse. Et puis enfin, du 14 au 20 octobre prochain, la ville de Djougou va abriter la 35e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale du Bénin. En prélude à cet événement majeur, une conférence de presse est organisée ce mercredi à Djougou pour évoquer tout ce qui se prépare dans le cadre de cette convention nationale parrainée par le député Abdou Malik Gomina. Voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez en visite de travail au Bénin. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, M. Leonardo Santos Simao, a été reçu en audience ce mercredi au palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon. Cette visite du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies s'inscrit dans le cadre des discussions régulières en l'UNOAS et les pays de la sous-région en vue de relever les défis de développement économique et social liés à la paix et à la sécurité. Cette visite du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, justement, comme je le disais, s'inscrit dans le cadre des discussions régulières entre l'UNOAS et les pays de la sous-région en vue de relever les défis de développement économique et social liés à la paix et à la sécurité. Je vous invite à suivre les propos justement du secrétaire général adjoint à la fin de l'audience. Nous avons échangé avec son Excellence sur le président sur la situation, pas seulement au Bénin, mais aussi dans la région, les défis qui se posent à la région, les problèmes de terrorisme, les problèmes de développement, des efforts de développement et la nécessité que les pays travaillent ensemble et en coordination pour faire face à ces défis. Il y a un effort, et je tiens à féliciter les pays, pour, pas seulement pour adresser la paix et la stabilité au pays, mais aussi en coordination avec d'autres pays. Et le Bénin est un pays côtier, c'est un pays qui est de ligne de front dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la région. Nous encourageons les pays à poursuivre dans cette voie, de chercher toujours, à travers du dialogue, les formes de surmonter les problèmes, les différences. Je vous l'annonçais en titre à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les travaux de la deuxième session ordinaire de l'année sont lancés ce jeudi, présidés par le président de l'Institution de régulation des médias. Le menu des débats s'articule autour de plusieurs points, dont la gestion des fréquences et conventions d'organes de presse et l'accès à l'appui financier de l'État. Cette cérémonie de lancement a été pour Édouard Loco l'occasion de parler à cœur ouvert aux professionnels des médias de plusieurs sujets touchant la coopération. Compte rendu Hugues Veillingbe, Elvis Otoncoin. Mesdames et messieurs, la deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au titre de l'année 2024 s'ouvre. Dans cette salle, responsables d'organes de presse, dirigeants d'instances fêtières, professionnels des médias, conseillers et membres du corps administratif de l'institution. Au cours de cette session qui s'ouvre, nous allons continuer à étudier les plaintes, organiser des auditions publiques, signer des conventions en attente, retirer certaines fréquences qui ont été données de façon un peu trop, je ne vais pas dire irresponsable, prolonger la convention de certaines radios qui sont arrivées à terme
retirer d'autres conventions qui sont arrivées à terme parce que les promoteurs n'auraient pas respecté les cahiers de charges. Nous battre pour que ce qui est dû à la presse soit payé parce que depuis quand même 7 ans, 8 ans, l'aide de l'État a été toujours votée par les députés. Ça fait 7 ans, 8 ans, nous n'avons pas vu un seul copec. Au-delà de ces enjeux et de celui de la modernisation de l'administration de la HAC, un bon père de famille, Édouard Loko s'adresse aux professionnels des médias. Aujourd'hui, je le dis, le journaliste est une arme et il ne suffit plus, mesdames et messieurs les journalistes, de respecter la déontologie de papa. Non, il faudra y ajouter du patriotisme. Plus aucun pouvoir public ne permet à ce que cette arme soit retournée contre le pays. Même si vous avez le permis de chasse, on ne tire plus sur tous les gibiers. Par conséquent, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, 7e mandature, met en garde. Le rôle de la HAC, c'est de défendre la liberté de presse. C'est de défendre la liberté de presse contre les pouvoirs publics. Mais là, souvent, c'est de défendre la liberté de presse contre les journalistes. Parce que, comme l'a dit Robert Ménard, le premier fossoyeur de la liberté de presse, c'est le journaliste. C'est le constat auquel il a fini par venir. Donc, quelquefois, il nous arrivera de défendre la liberté de presse contre les journalistes. C'est parti pour 4 mois de travaux dont la finalité est de rendre à la HAC et à la presse béninoise leur lettre de noblesse. Les acteurs à divers niveaux du secteur agricole passent en revue leur performance au titre de l'année 2023. Au vu des différentes analyses, de notables avancées ont été enregistrées dans le secteur. Ces assises de 2 jours ont également servi de réflexion en vue d'une meilleure performance les années à venir. C'est la Direction générale des impôts qui a abrité les activités. Le point de l'ouverture des travaux avec Ingrid. De belles performances. C'est ce qui ressort de cet exercice de reddition de comptes du secteur agricole, gestion 2023. On parle ici des progrès réalisés dans les différentes filières agricoles qui sont passées à la loupe. En effet, la production céréalière est passée de 2 300 000 tonnes en 2022 à 2 740 000 tonnes en 2023, soit un accroissement de 19%. La production des racines et tubercules est passée de 7 600 000 tonnes en 2022 à 7 850 000 tonnes en 2023, soit un accroissement de 3%. La production des légumineuses est améliorée de 12% en passant de 756 000 tonnes en 2022 à 846 000 tonnes en 2023. La production maraîchère a progressé de 6%. En passant de 675 000 tonnes en 2022 à 718 000 tonnes en 2023. Ces prouesses ont été réalisées malgré les conditions difficiles qui ont impacté les activités du secteur. Toutefois, ces résultats ne comblent pas encore les attentes énumérées dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Et ces acteurs en sont conscients. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est les questions d'asymétrie fiscale entre nos pays et qui crée des gaps de prix entre nos pays et naturellement le producteur pris individuellement, guidé par ses intérêts, est tenté d'aller vendre là où lui pense que c'est mieux pour lui. Et ça, c'est important que nous tous, nous puissions saisir ce défi commun qui est le nôtre. Est-ce que nous sommes capables de faire un petit sacrifice pour un lendemain meilleur, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour Glodjibé? Là est toute la question. La revue des performances du secteur agricole n'est pas le seul exercice auquel sont conviés ces acteurs. C'est aussi le lieu pour eux de réfléchir sur plusieurs thématiques dont la transition agroécologique, quelle synergie d'action entre acteurs. Des débats enrichissants qui accoucheront de nouvelles stratégies pouvant booster l'éclosion de la filière agricole au Bénin.
Les cadres du ministère de la décentralisation de la gouvernance locale apprécient ensemble les avancées de la digitalisation. C'est à travers la première session ordinaire de la commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité. Les travaux ont été lancés ce mercredi par le ministre de tutelle, Raphaël Akoteyon. Voici les images. Cette première session ordinaire de la commission ministérielle des systèmes d'information et de la connectivité au titre de l'année 2024 marque un tournant important dans la gouvernance des programmes et projets numériques au sein du ministère de la décentralisation. Et après quelques mois d'exécution, les résultats de la transformation digitale sont bien perceptibles. Le ministère de la décentralisation a vraiment été un allié important dans le bond qu'a connu le Bénin en termes de numérisation. Il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. La CIN se tient évidemment à côté du ministère pour poursuivre les efforts sur tout ce qui est prévu et tout ce qui doit être fait jusqu'à présent. Donc on a travaillé déjà ensemble sur des e-services du portail national des services publics. On a même eu la participation et vraiment le leadership du ministre en direct sur certains sujets. Et donc ça, voilà, on veut le remercier vraiment pour toutes ces actions-là. Les avancées enregistrées dans le cadre des programmes et projets numériques au ministère de la décentralisation constituent des points d'amélioration des services offerts aux usagers. Et l'autorité de tutelle insiste sur cet élément accélérateur. Cette commission est chargée, entre autres, d'une part, d'accélérer l'opérationnalisation des services numériques et d'en faciliter une large diffusion au sein de notre département ministériel et d'autre part, de suivre l'utilisation effective des systèmes d'information et services numériques sectoriels et d'aider à la consolidation des données nécessaires à la production des indicateurs pertinents. Je voudrais ensuite reconnaître les mérites de l'Agence des systèmes d'information et du numérique qui apporte un appui technique constant à notre secteur, tel que l'a dit le représentant du DGACIN tout à l'heure. Je peux aujourd'hui affirmer avec beaucoup de fierté que notre pays, le Bénin, s'est résolument engagé sur la voie de la transformation digitale. Cette vision devra être soutenue par un cadre stratégique et politique comportant, entre autres, premièrement, le schéma directeur des systèmes d'information, deuxièmement, la politique de sécurité des systèmes d'information et les stratégies de digitalisation des préfectures et des collectivités territoriales. Le ministre Raphaël Akoteyon a salué le dévouement et la disponibilité des cadres de son ministère pour la réussite des missions dévolues à son département ministériel. Il a invité tout un chacun à y mettre davantage du sien afin que la satisfaction soit au rendez-vous lors de la prochaine session. Des kits scolaires gracieusement offerts aux enfants dont les parents militaires sont décédés alors qu'ils défendaient leur patrie, un geste du gouvernement à travers le ministère de la Défense nationale. C'est un moment de gaieté et de soulagement pour ces orphelins. En ce début de l'année scolaire, la cérémonie de remise de ces kits scolaires s'est déroulée ce mercredi à la base aérienne à Cotonou en présence du chef d'état-major des forces armées béninoises et des responsables de l'organisation internationale musulmane, la Jamaat islamique Ahmadiyya. Voici le compte rendu. Une minute de silence en mémoire des militaires tombés, armes en main, notamment ceux de l'opération Mirador qui ont donné leur vie pour la sauvegarde de la patrie. Toute la hiérarchie militaire réunie ici au rôle de la base aérienne à Cotonou leur rend hommage. La plus belle illustration de son soutien à leur progéniture, c'est bien cette cérémonie de remise de kits scolaires pour permettre à ces orphelins d'effectuer une bonne rentrée, mais surtout de participer activement aux activités pendant toute l'année scolaire. Au nom de tous, Rosette Rouessoubo prend l'engagement et remercie le gouvernement à travers le ministère en charge de la Défense nationale. Merci encore au gouvernement et les partenaires pour leur générosité et leur soutien. Vous pouvez compter sur nous pour faire bon usage des kits scolaires. Pour terminer, nous prenons l'engagement de travailler avec conviction pour avoir d'excellents résultats. La cérémonie de remise de kits scolaires aux orphelins de militaires décédés en activité est à sa 5e édition. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
du projet Appui aux orphelins conduit par le ministère en charge de la Défense nationale. Cette édition reçoit la contribution financière de l'Organisation internationale musulmane, la Jamaat islamique Ahmadiyya, qui met à la disposition de ses enfants une somme de près de 6 millions de francs CFA. Un geste qui entre dans sa vision, à savoir la paix et le bien-être des populations dans le monde. En espérant que vous passerez une belle année scolaire, pleine de réussite, je vous demande de rester sage et studieux et de bien écouter en classe vos enseignants. C'est ainsi que vous réussirez vos études et ferez la fierté de la nation béninoise. En retour, le meilleur cadeau que vous pouvez faire à tous ces donateurs, c'est d'avoir de très bonnes notes à la fin de l'année. Je l'ai dit et il me plaît de le répéter, vous êtes l'avenir de ce pays. Car ce sont souvent ceux qui, au départ, ont été éprouvés par le sort, qui finissent devant les autres, à qui tout avait souri. C'est ensemble, main dans la main, que nous parviendrons à faire de ces enfants les leaders de demain, car ils le seront. Les enfants qui pensaient avoir tout perdu retrouvent le sourire grâce à cette action de solidarité et de reconnaissance du gouvernement. Les mots d'encouragement du chef d'état-major des forces armées béninoises viennent leur remonter le moral et soulagent leurs parents ici à leur côté. L'opération va se poursuivre dans les départements de l'Ouémé, du Mono, Koufo et de l'Atlantique. Dans la suite de cette édition, le projet d'autonomisation des jeunes pour l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive YES organise depuis ce lundi et ce pour 5 jours à Nati Tengou une session de formation à l'endroit des jeunes du département de la Takora sur la création d'entreprises. La dite formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet YES initié conjointement par le gouvernement du Bénin et l'UNFPA sur financement de l'État luxembourgeois. Voici les détails. Ces jeunes hommes et femmes en provenance des différentes localités du département de l'Atakora ont entre 15 et 35 ans. Au nombre d'une cinquantaine, ils ont été sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature en ligne pour prendre part à ce bout de camp, une session de renforcement de capacité sur la création d'entreprises inscrites dans la mise en œuvre du projet d'autonomisation des jeunes pour l'accès au droit à la santé sexuelle et reproductive YES. Porté conjointement par le gouvernement béninois et l'UNFPA sur financement de l'État luxembourgeois, le projet YES vise à permettre à ces jeunes non seulement de pouvoir prendre des décisions éclairées quant à leur santé sexuelle et reproductive, mais aussi d'être qualifiés pour créer des entreprises durables. Cette initiative rentre dans le cadre de la volonté du gouvernement de garantir à la jeunesse béninoise un accès équitable aux opportunités d'autonomisation des jeunes, contribuant ainsi à un développement plus inclusif et durable. Pendant les 5 jours de formation, vous aurez droit à un renforcement de capacité dans la création de l'entreprise et à quelques renforcements de capacité en matière de droits sexuels, de la santé sexuelle et aux droits reproductifs. Et tout est lié parce que si vous n'êtes pas autonome financièrement, vous devenez une proie facile aux abus de tout genre, dont les abus sexuels. Pendant 5 jours, ces jeunes suivront plusieurs communications sur diverses thématiques en lien avec l'entrepreneuriat des jeunes et la santé sexuelle et reproductive. Au directeur départemental des soins Takora de les exhorter à plus d'attention tout au long de cette session de formation afin qu'à terme, ils puissent être éligibles. Le bootcamp que nous sommes en train de vivre, je ne veux pas dire qu'on organise, on vit ce camp, s'inscrit dans ce programme vaste d'appuyer les jeunes, d'aider les jeunes à s'émanciper. Je vais vous féliciter parce que ce n'était pas 50 qui étaient inscrits, il y avait plus que 50. Et vous avez eu la chance de faire partie de la sélection. Une fois que vous êtes sélectionné, vous devez mettre tout le sérieux qu'il faut pour réussir.
À l'issue de cette formation, ces jeunes seront soumis à un exercice de montage de projets susceptibles d'impacter leurs communautés respectives à travers la création d'entreprises innovantes. De tous les projets qui seront montés, seuls les plus pertinents feront l'objet d'un financement de l'unité d'équipement des Nations Unies sur fonds luxembourgeois. Assemblée générale de la Fête nationale des producteurs de soja. Les assises se sont déroulées à Dassar. Elles ont été le cadre pour les acteurs de revisiter les tests puis de mettre en place des organes de gestion de l'instance. Cette rencontre tenue un an après la dernière assemblée s'inscrivent dans le cadre de la réorganisation du secteur. Voici les détails avec Imet Hélène Moussou. Au Bénin, l'heure est à la réorganisation de la filière soja. Un an après les dernières retrouvailles, les acteurs principaux du secteur se retrouvent en assemblée générale. Les assises sont l'aboutissement d'un processus enclenché depuis un moment et qui a été conduit par la Chambre nationale d'agriculture. Démarré aux plus basses échelles, le mécanisme est enfin dans sa phase finale. Demandez et on vous donnera. Et nous avons un gouvernement en place. Quand vous demandez ce qui est bon, vous l'obtenez. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à ce que l'État accepte de nous donner ce qu'on a tant souhaité. Je vais parler de l'accord cadre, mais qui a ses exigences. Pour avoir l'accord cadre signé entre l'État et une interprofession, il y a des étapes qu'il faut franchir. Il faut d'abord que la filière soit bien organisée, qu'il y ait une interprofession digne du nom. L'histoire montre qu'au Bénin, il n'y a qu'une seule filière qui bénéficie d'un accord cadre. C'est la filière coton. Et vous avez vu là où ils sont. Et on veut que désormais, après le coton, on puisse citer d'autres filières. Et le choix a été fait sur vous, c'est-à-dire la filière soja et la filière anacarde. Je crois que c'est une chance extraordinaire. Deux étapes importantes ont marqué la rencontre. Venus de toutes les communes du pays, les délégués des diverses associations représentées ont d'abord revisité les tests à travers une assemblée générale extraordinaire avant de les adopter. La deuxième phase des travaux a été consacrée à la mise en place des organes de gestion de la filière. Au terme des tractations et autres échanges, c'est à Steve Adjaman qu'est revenu l'honneur de présider le conseil d'administration de la Fertière nationale des producteurs de soja. Je vous rassure que je ne vais jamais vous décevoir. Et au nom de mes pairs, au nom des membres du conseil d'administration, nous allons toujours être à vos côtés, surtout dans vos différentes difficultés. Et je tiens à dire un grand merci au chef de l'État qui a dit juste la filière soja, s'il plaît à Dieu, sera la première filière au Bénin. Votre interprofession sera composée exclusivement des producteurs de soja et des transformateurs. Les autres ne sont que des accompagnateurs. Et cela ne veut pas dire qu'ils seront mis de côté, qu'on n'aurait pas besoin d'eux. Ils seront toujours avec nous. Et après l'interprofession, nous allons faire les démarches pour que le gouvernement nous accorde l'accord cadre. Désormais, ce n'est plus l'État qui va fixer le prix du soja. C'est les producteurs et les transformateurs qui vont s'asseoir, comme ça se fait dans le coton, pour fixer leur prix d'achat, le prix de cession. Avec la naissance de cette fertière qui va regrouper les producteurs et transformateurs du soja au plan national, les choses se précisent de plus en plus dans le secteur. Cette assemblée générale a été le cadre d'expliquer aux participants toutes les implications des diverses démarches en vue d'insuffler une nouvelle dynamique à la filière. Je vous l'annonce en titre, du 14 au 20 octobre prochain, la ville de Djougou va abriter la 35e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale du Bénin. En prélude à cet événement majeur, une conférence de presse est organisée ce mercredi, bien entendu à Djougou. Il s'est agi au cours de cette rencontre d'échanger avec les participants sur ce qui se prépare dans le cadre de cette Convention nationale parrainée par le député Abdoul Malik Gominan. Au cours de cette rencontre, les grandes lignes du programme concocté ont été donnés. Suivons donc quelques points du programme élaboré dans le cadre de cette convention. Mesdames et messieurs, au programme donc de cet événement, il y a des activités pratiques de conférences inspirantes, des moments de partage et de convivialité. Au titre donc des formations, il faut dire que nous aurons des sessions de formation en ligne et des sessions présentielles. Nous avons la foire JCI des entrepreneurs et des partenaires qui va progressivement se mettre en place à partir du mardi.
le 15 octobre 2024. Et c'est également l'occasion pour nous d'annoncer le mercredi la caravane des chevaux pour animer la ville et accueillir les participants à la convention nationale. À la suite donc de la caravane, il y aura une soirée culturelle au niveau de la place de l'Indépendance qui est pour nous, que nous avons désigné comme le village de la Convention. Et donc nous aurons des assemblées générales sessions, la session 1 et 2 de l'Assemblée générale annuelle, les jeudis et vendredis. Ne seront pas également oubliés, nous avons planifié des visites touristiques au profit donc des participants et ce sera au choix. Ce sera libre et ce sera au choix également. Le samedi, c'est l'apothéose, c'est l'Assemblée générale élective qui va avoir lieu à partir de 9h. Cette assemblée qui va consacrer le renouvellement des instances au niveau national de la Jeune Chambre internationale de Bénin. Et c'est à cette occasion que le nouveau président et son comité directeur national nouveau, ils seront connus. Et cette journée, même dans la soirée, va se tenir la soirée de gala et de passation de charges entre le président élu et le actuel président sortant. Et pour finir cette édition, la finale de la Coupe de la Gani 2024 à Djougou s'est jouée au stade de Achoukouma. Elle a opposé l'équipe de Batoulou à celle de l'Emam Mandé. Pour l'édition 2024 de cette Coupe, le réseau de téléphonie mobile Move Africa a apporté sa touche particulière pour soutenir cette initiative qui favorise le développement du football local. Voici les images. Au coup de sifflet final, une scène de liesse des supporters de l'équipe de Batoulou, vainqueur de la Coupe de la Gani édition 2024. Avant d'en arriver à ce sacre, les nouveaux tenants du titre du tournoi de la Gani n'ont pas été flamboyants face à leur adversaire de l'Emam Mandé, habillé en blanc. Devant autorités politico-administratives engagées pour la promotion du football local, tête couronnée et le public sportif de Djougou, les deux équipes finalistes ont comblé les attentes d'un spectacle sponsorisé par le réseau de téléphonie mobile Move Africa. Les jaunes, à l'évidence, moins en jambes sur la pelouse, ont malgré tout battu les blancs sur le score de 3-2. Pour cette édition, Move Africa n'a pas lésiné sur les moyens pour accompagner les organisateurs pour rehausser l'éclat de la compétition. Move Africa a accompagné cette édition parce que pour nous, le département de la Donga est un département très stratégique. On a voulu accompagner l'édition de cette année pour vraiment témoigner encore une fois de plus à travers les nombreuses actions qu'on fait, la gratitude, l'amour que le réseau Move Africa a envers les populations de la Donga en général et celle de la commune de Djougou en particulier. La fête a été grandiose et très belle grâce à la société Move Africa. Je la remercie sincèrement au fond du cœur. Je profite aussi de remercier notre grand frère, l'honorable Gomina Mali, qui a su manager et a su convaincre Move pour qu'elle vienne rehausser le tournoi de la Gani. Ce réseau de téléphonie mobile n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Nous appelons les populations de la Donga à adhérer massivement au réseau leader. Aujourd'hui, c'est le meilleur réseau au Bénin parce que nous avons beaucoup de produits innovants qui peuvent vraiment intéresser les populations. On s'est positionné sur cette édition et on va se positionner encore, si prête à Dieu, sur les éditions à venir. L'équipe championne a en plus des médailles, jeux de maillot, remporté une enveloppe financière de 500 000 francs CFA et le géant trophée. La vice-championne, quant à elle,
a reçu des jeux de maillot et une enveloppe financière de 300 000 francs CFA. Au-delà de ces 2 finalistes, Move Africa a également offert des prix de consolation aux autres équipes participantes. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité dans la suite de nos programmes à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.